Assalamu alaikum, chères sœurs. Alors, voici la seconde audio sur le livre Coca-Cola et l'enquête interdite de William Raymond, que je vous invite à acheter car il est très intéressant. Bon, pour ma part, je trouve que l'auteur est encore un peu trop complaisant vis-à-vis de la firme parce qu'il est un peu fan de cette boisson. Mais néanmoins, il essaie de rester le plus objectif possible et il nous donne pas mal d'informations extrêmement intéressantes. Alors, cette partie que je vais vous lire, j'ai décidé de l'intituler Coca et Hitler et le nouvel ordre mondial. Alors c'est parti. Depuis bientôt un mois, les pensées du patron de Coca-Cola Company étaient entièrement tournées vers l'Europe. Et cette fois-ci, il n'était pas question d'expansion mais de survie. Le 26 janvier, Woodruff c'est le nouveau président de la compagnie à cette époque en fait, avait en effet reçu 2 courriers de Burke Nicholson, 2 plis qui débutaient par la mention confidentielle. Nicholson présidait The Coca-Cola Export Corporation, une entité de la marque dont le siège était installé dans le Delaware, État aux avantages fiscaux nombreux. Or, l'export se chargeait de donner vie à la vision de Woodruff. Créer un monde repeint en rouge. L'historique couleur de la marque à 33 ans. Visionnaire et fort de sa jeunesse, Robert Woodruff comptait en effet révolutionner la compagnie, d'abord le monde du business ensuite. Depuis son arrivée à la tête de Coca-Cola en 1923, le boss n'avait cessé de marteler ce leitmotiv. Pour réussir, la boisson phare de la maison devait se trouver à portée de main du consommateur, à l'instant même où celui-ci ressentait le désir d'en boire. Dans cette optique, le marché intérieur américain constituait une première étape. Woodruff était convaincu que l'avenir de Coke et la richesse de ses actionnaires passaient par la conquête du nouveau marché. Certes, avant lui, Coca avait testé les eaux sombres et agitées de l'exportation, mais il s'était agi d'avancées timides, fruit de choix individuels et non coordonnés depuis Atlanta. Atlanta, c'est la base même, hein. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est la ville natale du créateur, et c'est là que ça a été créé en fait. Woodruff, lui, envisageait plutôt un effort massif, réfléchi et régulier. Une mondialisation de la marque avant même que le terme existe. Donc ce qui veut dire qu'en fait c'est Coca-Cola, et notamment plus précisément son président Woodruff, qui ont institué la mondialisation. C'est eux les premiers, on va dire les pionniers de la mondialisation en fait. Mais en lisant les 2 lettres de Nicholson, le boss avait saisi que si le responsable de l'export disait vrai, il pouvait tout perdre. Son poste à la tête de Coca, certes, sa réputation aussi. Mais il risquait surtout dans sa chute d'emporter la compagnie elle-même. Cela faisait quelque temps que Burke Nicholson redoutait le pire. Depuis Wilmington, en contact fréquent avec les embouteilleurs étrangers, il assistait des premières loges à l'embrasement de l'Europe. Il avait vu Hitler envahir la Pologne, Staline bombarder la Finlande, la France et l'Angleterre entrer en guerre. Non seulement le conflit risquait de durer, mais en plus il semblait pouvoir s'étendre au monde entier. Or, ce monde entier-là représentait son territoire, ce précaré qu'il rêvait habiter de missionnaires de la marque apportant la sainte boisson aux peuplades en manque d'évangélisation coca-colienne. Puis, il y avait eu la décision britannique de placer l'Allemagne sous blocus. L'armement de la flotte marchande, les mines magnétiques et l'ordre d'Hitler donnaient à ses sous-marins de couler tout bateau anglais ou battant pavillon neutre. Nicholson n'ignorait rien non plus du torpillage des navires norvégiens, suédois, néerlandais et danois. Continuer le commerce dans ces conditions devenait périlleux. Enfin, même si l'opinion américaine restait pour l'heure majoritairement non interventionniste, il avait noté combien la croisade de Charles Lindbergh portait préjudice à la cause neutraliste. À coup de déclarations maladroites, alors que le monde découvrait les prémices de l'horreur nazie en Pologne et Tchécoslovaquie, l'aviateur et ses fidèles passaient peu à peu du rôle de pacifiste pro-américain à celui d'opportuniste trop proche de Führer. Le 4 novembre, le patron de l'export avait par ailleurs lu dans la presse l'amendement à la loi de neutralité de 1935 porté par le président Roosevelt, qui autorisait désormais les États-Unis à vendre des armes aux pays pouvant payer comptant.
Même si l'Allemagne nazie entrait dans le cadre de cette loi, est-ce que vous avez bien compris, hein, il était clair que le geste de Roosevelt s'adressait uniquement à la France et à l'Angleterre. Oui, bien sûr, c'est ça. Depuis janvier 1940, comme tout dirigeant d'une compagnie travaillant avec le vieux continent, Nicholson avait encore constaté le ton particulièrement agressif du message de nouvelle année d'Adolf Hitler. Un texte où il était question de, ouvrez les guillemets, nouvel ordre et, ouvrez les guillemets, d'ennemis capitalistes. Donc Hitler parlait déjà de nouvel ordre, hein. Un vent mauvais soufflé sur le monde de Coca-Cola aurait du mal à éviter la tempête. Il ne lui restait plus que Case. Nicholson savait pertinemment que la compagnie pouvait compter sur le chef de la filiale allemande et ses connexions au sein de l'appareil nazi pour tenter de passer à travers les mailles du filet. Max Case avait rejoint Coca-Cola GmbH en 1933, puis avait rapidement progressé au sein de la maison jusqu'à parvenir à son sommet. En 1936, les Jeux Olympiques de Berlin avaient consacré sa puissance. Coca-Cola était partout. Woodruff, le boss, avait même fait le voyage en terre nazie, où il avait été invité à différentes réceptions privées organisées par les dignitaires du régime, comme Hermann Göring et Joseph Goebbels. Certes, Woodruff, le boss, avait pressenti que la situation allemande risquait de dégénérer, de faire basculer l'équilibre précaire de l'Europe et donc de poser problème à l'expansion de la marque. Mais, fin connaisseur du monde politique, il n'ignorait pas que tout était affaire de réseau. Et que la compagnie en disposait de solides. Tu m'étonnes. Et puis Hitler. Ne semblait-il pas apprécier le Coca-Cola bien frais ? Hélas, l'euphorie d'août 1936 avait vite cédé le pas à l'inquiétude quand, moins d'un mois plus tard, Göring, proclamant la nécessité pour l'Allemagne de l'autosuffisance, avait décidé de bannir les entreprises étrangères de l'Empire en construction. Woodruff était intervenu personnellement afin d'empêcher l'éviction de Coca-Cola. La menace avait été réelle, mais après une période de doute, l'essor de Coca-Cola GmbH s'était poursuivi. Donc, en fait, la multinationale Coca-Cola, grâce au réseau de son président, Woodruff, en Allemagne, notamment avec Hitler et ses acolytes, là, avait réussi, lui, à passer à travers les mailles du filet. Donc, on a interdit toutes les entreprises en Allemagne, étrangères, sauf Coca, comme par hasard. Alors que la situation européenne se dégradait, Nicholson était convaincu d'une chose, seul Case parviendrait à sauver la situation. Donc voilà, c'était la partie que je voulais vous... C'est juste vraiment un extrait, c'est vraiment l'extrait de la première partie du livre, enfin notamment du prologue plutôt, pardon. Qui expliquait bien en fait la façon la plus claire que Coca-Cola et notamment son président avaient des liens avec les nazis et notamment avec Hitler. Donc on arrête de nous prendre pour les imbéciles et essayer de nous faire croire que l'Amérique et l'Allemagne étaient ennemis pendant la seconde guerre mondiale, alors que c'est complètement faux. Ils sont tous copains. Et ils se changent tous des petits services comme ça, histoire de s'enrichir et de s'engraisser. Et pendant cela, ils assassinent des innocents en se faisant de l'argent par-dessus le marché. Donc voilà, c'était la deuxième vidéo que je vous ai faite dessus. Je vais essayer de chercher d'autres éléments. Il y en a tellement qui sont intéressants, les filles, tellement. J'arrive même plus à savoir qu'est-ce que je dois vous lire ou pas. Donc si jamais il y a un élément que vous aimeriez savoir en particulier, vous me le notez, comme ça j'essaierai de faire une vidéo dessus. Voilà, je vous en ferai une autre tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum.